Madame, Monsieur, bonsoir. Gaza, à nouveau sous les bombes et la trêve est rompue. Des frappes israéliennes d'une intensité inédite depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier ont fait au moins 400 morts. C'était dans la nuit d'hier. 400 morts, dont le chef du gouvernement du Hamas, mais aussi le porte-parole des brigades d'Al-Aqsa, tous les deux tués dans ces bombardements. Le Hamas qui accuse Israël de reprendre la guerre et reproche à Netanyahou d'utiliser le conflit comme une bouée de sauvetage politique. Et coïncidence ou pas d'ailleurs, ces frappes ont été suivies par l'annonce du retour du parti d'extrême droite, Force juive dans la coalition au pouvoir, 2 mois après l'avoir quitté. Pour le Hamas, toujours, les États-Unis portent également la responsabilité de cette escalade de violence en raison de leur soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahou. De son côté, le ministre de la Défense israélien affirme qu'Israël continuera de combattre dans la bande de Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux. Or, la plus grande association des proches des otages en Israël a sommé le Premier ministre Netanyahou de, je cite, arrêter de tuer leurs proches après ces frappes israéliennes intenses sur Gaza. La communauté internationale s'indigne et les condamnations pleuvent, tout comme les bombes sur Gaza en plein mois de Ramadan et en plein mois de trêve et de cessez-le-feu. Nous faisons le point sur la situation en compagnie de mes 2 invités aujourd'hui. Je commencerai par l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous aussi sur le plateau, l'expert en relations internationales, Hafed Boutaleb. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci beaucoup Khadija pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Colonel Saoud, d'abord un point sur la situation. C'est un véritable coup dur pour le Hamas, pour la population de Gaza qui allait entamer le 3e mois de trêve, mais une trêve qui a été donc visiblement interrompue. Vous avez tout dit en préambule. Ça nous aide à aller plus loin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, on est dans la plus violente attaque depuis la réponse au 7 octobre. Exact. Vous avez donné tout le bilan macabre qu'il y a. Vous avez donné évidemment toutes les données concernant les personnalités du Hamas. 3 branches. Absolument. Vice-ministre de l'Intérieur, le directeur général de la sécurité intérieure et évidemment un leader du Hamas. Et donc, on est dans une attrition violente c'est de l'inédit. Alors, c'est une escalade, certes, au moment où les pourparlers se déroulaient à Doha. Exact. Sous la houlette du représentant des États-Unis, monsieur Steve Witkoff, ceci dit, comme disent les journalistes américains, passer de l'immobilier à la guerre. Donc un gap important qui n'a pas réussi grand-chose et qui est pourtant un alter ego du président. Donc nous voilà dans une escalade et comme dans les négociations et dans les relations diplomatiques, il faut être tout le temps euphémiste. Je dirais qu'on a porté un grand coup à la négociation. Et à la paix. Et à la paix. Et à la fin. Et au cessez-le-feu. Est-ce que c'est la fin du cessez-le-feu, colonel Hassan Saoud? C'est la fin de la trêve, disons. C'est la fin de la trêve. Vous nuancez vos propos. Oui, c'était une trêve, c'est la fin de la trêve. Mais il faut toujours laisser une porte ouverte à la diplomatie. Est-ce qu'il y a une porte ouverte à la diplomatie compte tenu du gouvernement qui est en place aujourd'hui en Israël? D'autant plus qu'on voit que cette coalition vient d'être, encore une fois, étoffée par un parti d'extrême droite. Hafed Boutaleb. Bien, effectivement, le contexte n'était plus propice pour Benyamin Netanyahou. Il fallait, pour Benyamin Netanyahou, revenir à l'escalade et au bombardement quotidien. Il faut savoir qu'à la fin du mois de mars, un vote très important sur le budget allait avoir lieu à la Knesset. Et dépourvu d'une majorité, le gouvernement de Netanyahou risquait de s'écrouler et des élections anticipées allaient être prévues
d'ici le mois de mai. Déjà, beaucoup d'observateurs en parlaient. Il fallait donc revenir sur les bombardements pour que Otzma Yehudit, comme vous l'avez dit, force juive, ce parti extrême droite, accepte de revenir à la coalition, puisque Itamar Ben-Gvir, cet individu d'extrême droite très dangereux, avait quitté la coalition. Ministre, et qui était ministre, oui, effectivement, de la sécurité intérieure, avait quitté la coalition en protestation après la trêve. Et aussi, par rapport à, le gouvernement passe par une situation de crise. On sait que le chef du renseignement a été remercié il y a 2 jours par Netanyahou, parce que Netanyahou est aussi poursuivi pour corruption par les tribunaux israéliens. Et donc, en faisant pression sur une institution aussi enracinée que le Shabak en Israël, il montre ses muscles, ou d'une certaine manière, il montre ses griffes aux institutions israéliennes qui le poursuivent. Donc, il y a aussi en interne une lutte pour Netanyahou, pour rester au pouvoir. Ce sont des éléments qui expliquent cette escalade. Il y a aussi Netanyahou qui a réussi à entraîner avec lui Donald Trump, parce qu'on sait que Donald Trump souhaitait et n'a pas cessé de parler de paix, d'homme de paix. Et aujourd'hui, Netanyahou réussit à l'entraîner avec lui dans son escalade, puisqu'il y a ce bombardement des Houthis, il y a une situation incertaine au sud du Liban. Il y a la Maison-Blanche qui affirme qu'elle a donné son feu vert au gouvernement israélien pour attaquer parce qu'il y a eu, selon eux, une alerte du président lui-même. Et oui, puisque... qui s'est engagé à arrêter les... Puisqu'une grande partie des otages, il faut rappeler 59 otages encore en vie, 59 otages encore en vie, une grande partie de ces otages ont la nationalité américaine, la double nationalité. Donc aujourd'hui, la Maison-Blanche, pour la première fois, commence à considérer le Hamas comme une organisation terroriste qui est aussi une menace pour les États-Unis, pas seulement pour Israël. C'était la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a insisté sur Fox News en disant que le Hamas est aussi une menace pour les États-Unis, ce qui est un changement quand même dans le discours de la Maison-Blanche. Colonel Saoud, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Maison-Blanche approuve ces massacres sur les populations de Gaza, sous prétexte qu'elle défend en fait ses propres citoyens. À partir du moment où le président américain qui revient à la Maison-Blanche avait déclaré que la population de Gaza devait quitter ce territoire-là pour aller en Jordanie et en Égypte, on ne voit pas pourquoi il s'arrêterait là. Mais j'aimerais revenir sur les déclencheurs, hormis la situation intérieure d'Israël. Il y a des négociations au Qatar. Et le représentant des États-Unis au Moyen-Orient, qui a voulu un peu rapprocher les points de vue, n'a pas réussi parce qu'on a eu un achoppement. D'abord sur le Hamas qui a privilégié les otages de nationalité américaine, ce que Israël a refusé. Et puis, il y a eu évidemment le retard, parce que vous savez, la deuxième étape devait commencer le 2 mars. Donc il y a des critères qui n'ont pas été remplis, des deux côtés. De critères. De part et d'autre, bien sûr, de Hamas et d'Israël. Exactement. Il y a l'aide humanitaire et il y a la condition qui faisait partie de l'accord pour qu'Israël quitte la frontière. Aujourd'hui... Corridor de Philadelphie. Et de Philadelphie, absolument. C'est très important. Donc, Israël n'a pas honoré ses engagements. Donc, disons qu'aujourd'hui, c'est un échec des négociateurs parce qu'à Doha, l'Arabie saoudite s'est jointe, les Émirats arabes unis, etc. s'est jointe. Et là, nous sommes devant une porte, une fenêtre fermée, disons, et l'avenir, par rapport à Israël, l'avenir, c'est continuer le démantèlement, éliminer les risques d'émancipation de certains nouveaux dirigeants, éviter, je suis en train de répéter ce que Netanyahou dit, éviter le réarmement et la réorganisation du Hamas. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qui ont fait qu'on est aujourd'hui, qu'on a atteint un niveau vraiment fermé de la négociation
attendant de voir les initiatives des uns et des Quels autres. sont ces uns et ces autres? Ben, Si ce n'est pas le Qatar, c'est quoi? Les Nations Unies, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu quand même, vraiment, la communauté internationale, Absolument. de la Jordanie en passant par l'Iran, l'Arabie Saoudite, Les Nations Londres, Unies, madame. bien sûr. Énième appel ou énième indignation du secrétaire Exact. général des Nations Unies Exactement. face au massacre sur Gaza. Justement, les réactions internationales qui peuvent rester peut-être vaines une nouvelle fois, Hafez Boutaleb, compte tenu Écoutez, de la situation en Israël, tout simplement. Parce que c'est là, finalement, où réside la solution ou pas. Eh bien, la communauté internationale est restée plus ou moins tiède face à un massacre qui a fait plus de 60 000 victimes. Aujourd'hui, on sait que le nombre de victimes est au moins de 60 000. Cela m'étonnerait qu'ils réagissent pour 400 victimes supplémentaires. Donc, très clairement, il s'agit d'une indignation de façade. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a carte blanche pour mener son programme. Il y a une nouvelle équipe au sein de l'IDF, Israel Defense Force. L'armée israélienne, Herzi Halevi a quitté et aujourd'hui un nouvel état-major. Ce nouvel état-major est venu pour reprendre à zéro carrément ce qui a été fait, avec une nouvelle philosophie, celle d'une plus grande, une meilleure coordination sur le terrain entre les différentes factions, ou plutôt les différentes unités de l'armée israélienne, et puis vider une nouvelle fois le nord de Gaza de sa population. Ça a été déclaré par l'armée israélienne qui devra repartir vers le sud. Tout cela indique qu'il ne s'agit pas juste d'une escalade limitée dans le temps. C'est une véritable reprise de ce nettoyage ethnique. Et aujourd'hui, la question se pose. Allons-nous vers une élimination des cadres du Hamas? Justement, est-ce que ces éliminations, en tout cas suite au bombardement d'hier, parce que là on parle de trois grandes figures du Hamas, figures politiques, mais aussi figures militaires et sécuritaires. Est-ce que cela ne risque-t-il pas d'affaiblir davantage le Hamas? Est-ce que c'est, selon vous, déjà calculé par Israël d'affaiblir davantage? Parce qu'au final, qui reste du Hamas aujourd'hui? Il reste Abu Ubaïda. C'est Abu Ubaïda qui reste. Voilà. C'est le prochain sur la liste. C'est le porte-parole des brigades de Qassam. Le Qassam. Plutôt le dirigeant, le secrétaire général. Le dirigeant des brigades d'Al-Qassam. Et ça fait partie des cibles c'est celui qui reste d'Israël. Voilà. Hamas a pris un sérieux coup depuis le 7 octobre. La question ne se pose même plus. Ils ont perdu des milliers d'éléments. Leur environnement a été complètement détruit. Et ils n'ont pas été capables d'assurer le minimum pour la population. C'est-à-dire la population, effectivement, Israël assume l'entièreté de la responsabilité. Depuis quand ils ont réussi à assurer jusqu'en 2023, il y avait un gouvernement Hamas qui était plutôt fonctionnel. On l'avait vu même pendant le Covid. Malheureusement, depuis 7 octobre, la situation démontre bien que le Hamas est incapable de mener une résistance sans que cette résistance ne revienne par des désastres et des morts à n'en plus finir contre la population civile palestinienne de Gaza. Donc, mais c'est David contre Goliath. Évidemment, c'est David contre Goliath. Le premier responsable de ce nettoyage ethnique, c'est Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Exactement. Et il faut aussi rappeler que la société israélienne, malheureusement aujourd'hui, est incapable de comprendre l'ampleur du massacre qu'il y a à Gaza, tellement elle est abreuvée par des contre-discours de haine. Et aujourd'hui, la haine entre Israéliens et Palestiniens a atteint son paroxysme. Or, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'atteindre un accord de paix durable. Et avec une haine pareille, est-ce qu'on pourra un jour atteindre cet accord de paix? Donc aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est allons-nous vers uniquement une élimination des cadres du Hamas et un affaiblissement encore plus important du Hamas, ou alors on va vers véritablement une escalade dans cet nettoyage ethnique jusqu'à pousser les Palestiniens à aller vraiment vers le Sinaï. Qu'est-ce qui se profile derrière cette reprise? Est-ce qu'il y a vraiment une vision à long terme ou est-ce que c'est juste conjoncturel pour permettre à Benjamin Netanyahou de rebattre ses cartes en interne et en externe et pour Donald Trump accentuer la pression sur l'Iran, parce qu'il faut souligner que jamais la pression sur l'Iran n'a été aussi forte qu'aujourd'hui.
Oui, mais bon, et ça ne se passe pas qu'à Gaza, il y a aussi la Cisjordanie, il y a aussi les colonisations à outrance, même d'El-Quds. Oui, des colonies de peuplement continuent. Absolument. Donc on se retrouve face aujourd'hui à un Benjamin Netanyahou avec les pleins pouvoirs et qui fait ce que bon lui semble en fait. Il l'a dit, nous n'arrêterons pas tant qu'on aura fini tout le travail. Le démantèlement de Hamas, et c'est ça le point, et l'évacuation de Gaza, mais ça encore, c'est pas sûr. Aujourd'hui, je pense qu'on parle d'une négociation qui n'est pas possible. Vous savez, vous ne négociez qu'avec un adversaire. Oui. Et donc, la porte reste ouverte. Certainement qu'il y aura des Mais il y a les familles des otages qui n'arrêtent pas. Même après les frappes d'hier soir, elles ont appelé, elles ont sommé le président israélien d'arrêter de bombarder. Peut-être leurs enfants qui se trouvent là-bas, dans cette région-là. Mais ils font fi. J'ai l'impression que ce gouvernement fait fi finalement de la sécurité de ses propres citoyens qui sont retenus encore en otage. Vous avez parlé de 59 otages qui restent en détention dans la bande. Il faut dire, madame, que les proches des otages ont une force assez importante et sensibilisent une bonne partie de l'opinion israélienne, même s'il y a du côté du cabinet Netanyahou un autisme indescriptible, mais ils sont touchés. Et il faut se poser la question sur les otages restants, morts ou vivants. Exact. Aujourd'hui, la deuxième phase, est-ce qu'on va l'exécuter ou pas? Alors qu'en Israël, pour les Israéliens, c'est la fin des négociations. Alors qu'on était dans la première phase, et il devait y avoir une deuxième et une troisième réservée à la reconstruction. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un blocage temporaire. Il faut toujours laisser la porte ouverte à les négociations. Parce que tout compte fait, il y aura une négociation, quel que soit le... Oui, mais est-ce que déjà la première phase n'a pas été remplie, celle d'échanger les otages? Mais même la deuxième phase devait... La deuxième phase, c'est de se retirer du corridor de Philadelphie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'Israël avait la moindre intention de se retirer de ce corridor? Vous avez raison, ça fait partie... C'est une question. Oui. C'est une question, et Israël est dans cette posture-là, malheureusement. Parce que... un retrait progressif et total aussi de la bande de Gaza. On l'avait dit dans votre émission, on avait dit que cet accord, ce processus, dépendait essentiellement de la posture des extrémistes des deux bords. Aujourd'hui, on assiste à ce blocage à cause justement de l'extrémisme du cabinet et vraisemblablement du côté des extrémistes du Hamas. Et ces frappes israéliennes donc, qui ont visé Gaza ont également visé le territoire libanais et la Syrie, Hafez Boutaleb. Ça en dit long aussi. Et oui, ça en dit long puisqu'il y a un nouveau contexte en Syrie, il y a un nouveau contexte au Liban. C'est un contexte qui n'est pas favorable à l'Iran. Oui. Nous savons que l'ennemi proclamé de Netanyahou dans la région après le Hamas, c'est l'Iran et le Hezbollah. On attendra de voir la réaction. Que reste-t-il de la puissance et de l'influence de l'Iran dans cette région aujourd'hui, après la chute de Bachar al-Assad, le Hezbollah, l'aliné au Liban, que reste-t-il de l'Iran et des proxys de l'Iran, si ce n'est les Houthis? Mais pourquoi l'Israël continue à bombarder ces pays alors que les proxys de l'Iran ont été considérablement affaiblis? Pourquoi Israël ne joue-t-elle pas le jeu de ces nouvelles transitions pour, si l'on en croit les propos d'Israël, encourager des pouvoirs locaux qui soient modérés? Or, aujourd'hui, certes, il y a un point d'interrogation sur Ahmad Shara et sur son histoire, mais il y a une transition en Syrie. Elle n'implique pas que le HTC. Il y a plusieurs autres organisations. On a vu les Kurdes s'associer à cette transition. Les Israéliens n'ont pas intérêt à une stabilité en Syrie. C'est la seule conclusion que l'on peut tirer. Ni même une stabilité au Liban. Et ils souhaitent que ces deux pays restent tout le temps instables, puisque aujourd'hui, au vu de la philosophie des Israéliens, seul Israël doit rester l'unique démocratie du Moyen-Orient et les autres pays doivent être des enfers sur terre. Enfin, démocratie. Malheureusement, c'est la avec ce qu'on lui connaît quand même, de failles
et qui ont été creusés par ce gouvernement de Netanyahou. Malheureusement, on parle effectivement. de pratiques démocratiques. Et ça s'est vraiment à mettre entre guillemets. confirmé avec le renvoi surprise du chef du Shabbat, qui est une institution solide, et le chef du gouvernement israélien rarement ne pouvait vraiment, à peine, était quasiment d'égal à égal avec le chef de cette institution. Aujourd'hui, Netanyahou prend le dessus et devient carrément le dictateur en Israël. Colonel Hassan Saoud, je voudrais justement, juste peut-être revenir aussi sur la colonisation en Cisjordanie. Oui, mais le plan de Netanyahou, c'est le grand Israël. Voilà. Et il ne va pas s'arrêter en ces bons chemins. S'il n'y a pas, et quand on regarde un peu l'attitude des États-Unis, qui est quand même le pays qui soutient Israël dans toutes ces entreprises d'élargissement du territoire, on ne voit pas comment il va s'arrêter en ces bons chemins. La droite extrême d'Israël, pour elle, il faut terminer le travail, et ça a été répété plusieurs fois par Benjamin Netanyahou. Mais Benjamin Netanyahou, il n'en a pas pour longtemps non plus. Il y a des élections, on ne sait pas... 2026. 2026, on ne sait pas comment ça... Est-ce qu'il y aura une alternance? Tout ça, c'est quand même des situations qu'il va falloir prendre en compte. C'est différent du style de Trump lors de son premier mandat. C'est quand même un président qui prônait déjà à l'époque son premier mandat la paix, qui n'était pas... Alors que, à peine 2 mois à la Maison-Blanche, oui, il attaque les Houthis, qui donne son feu vert pour attaquer le Hamas, qui, soi-disant, n'a pas respecté les termes du contrat de trêve. Donc au final, c'est un nouveau Trump, vraiment, qui revient à la Maison-Blanche. Oui, c'est un nouveau Trump, sauf que, évidemment, le prix Nobel est passé par là, dans l'esprit du président. Mais en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, on sait dans quel bord il est. Sur l'Ukraine également, et donc ce n'est pas facile avec lui, même s'il a subi une partie de la guerre dans le monde, et il sera obligé à un moment donné de prendre une position. Aujourd'hui, beaucoup de gens doutent sur une stratégie du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Tellement il y a des tergiversations. Est-ce que c'est pas grave, justement? Oui, beaucoup doutent, mais en fait, ils ne remettent pas en cause. Ce qu'ils remettent en cause, c'est les effets désastreux de cette politique du président américain. Tout à fait. Bon, la question ne se pose même plus de changer de bord. Mais la question qui se pose, c'est les effets de ces changements brusques. Mais ces effets-là, si vous regardez aujourd'hui, hier, des sondages qui sont tombés sont catastrophiques. Des questions qui ont été posées sur l'unité des États-Unis, 65% des Américains disent qu'il n'est pas capable de faire l'unité. Sur la défense, à part l'immigration, sur le pouvoir d'achat, tous les signaux sont négatifs. Et c'est des sondages qui sont un peu répétitifs. C'est des sondages aussi, Hafed Boutaleb, on va peut-être finir par cela, qui peuvent rectifier le tir, si je peux me permettre l'expression, et faire revoir sa copie au président américain et surtout à son cabinet aussi. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'il revoie sa copie. Il y a quelques jours, le Hamas négociait avec Washington, et ça a inquiété Tel Aviv. On ne comprend pas ce qui a pu se passer. Donc, c'est vrai que les Palestiniens, ou le Hamas, ne voulaient pas relâcher les otages s'il n'y avait pas du côté israélien une libération massive de prisonniers, comme ce qu'on a vu dans les termes du premier accord. 1800 Palestiniens ont été libérés contre 25 otages. Mais je pense que le Hamas aurait dû continuer et suivre l'administration américaine. Mais ces revirements comme ça rendent trop illisible la politique étrangère des États-Unis. Et quand une politique étrangère de la première puissance est à ce point illisible, c'est le meilleur moyen de pousser les chancelleries à aller vers la Chine et à aller se rapprocher d'une puissance comme la Chine, puisque la Chine semble être stable sur ses positions. Et donc, ce n'est pas bon pour le leadership américain d'être à ce point volatile et d'être à ce point incertain. Il est nécessaire
pour la politique des affaires étrangères américaine d'être plus lisible, plus cohérente, plus proche de ses Et alliés. comment, Et nous, au Maroc, je pense qu'on en a besoin là-dessus. comment, à partir du moment où tout le cabinet est monolithique, il n'y a pas il n'y a pas de pouvoir un peu qui puisse le ramener à la raison. C'est ça le problème du cabinet, pas comme le premier. Le premier avait des voix quand même qui pouvaient faire rectifier le tir, entre guillemets. Oui, vous pouvez déjà contredire le président, Absolument. qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là, vous êtes dans un cabinet monolithique qui pense la même chose et qui sont tous des alter-ego. Ils font ce qu'il leur dit de faire et ils disent ce qu'il leur dit de dire. Et ça, c'est très dangereux pour la première puissance mondiale, compte tenu de ses responsabilités stratégiques, géopolitiques dans le monde. Je pense qu'il y a lieu de revoir la copie diplomatique de ce pays-là et de tempérer les ardeurs un peu incontrôlées de M. Trump. Et de Netanyahou aussi. Parce que là, il se sent pousser des ailes, j'ai envie de dire, depuis la réélection de Donald Trump. Il comptait beaucoup sur cette réélection. Oui. Et vous avez vu que c'était l'un des premiers qui a été le félicité. Oui. Donc, il n'y a pas à se douter de cette relation de convenance et d'appui des États-Unis. Et ça risque de durer parce qu'il n'y a pas d'élection avant mi-2026. En Israël, c'est octobre 2026. Et puis, il y a les midterms aux États-Unis. Les midterms. Au novembre 2026. Donc, c'est encore dans 18 mois, 20 mois. 20 mois. C'est rien dans pour la le vie moment. d'un État. Oui, mais c'est beaucoup pour la vie des Gazaouis. Absolument. Merci beaucoup, Fred Boutaleb. Merci à vous également, C'est moi, Colonel madame. Hassan Saoud. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Très bonne soirée.